Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter cette formation coach santé et bien-être. C'est une formation qui se déroule donc en 11 modules. Chaque module est espacé d'environ 3 semaines à 1 mois, ça dépend du calendrier un petit peu. Et cette formation se déroule uniquement en Zoom. Pour quelle raison? Bien, tout simplement parce que dans un cas comme celui-là, le présentiel ne sert pas à grand-chose. C'est plus un handicap de devoir se déplacer, de devoir louer éventuellement un hôtel. Et puis aussi, ça prive certaines personnes qui sont loin de Paris, là où est notre centre de formation. Alors que grâce au Zoom, eh bien, nous allons pouvoir accueillir des personnes de toute la France, voire même de l'étranger, puisque je fais un petit coucou à nos amis québécois qui, je le sais, nous suivent beaucoup. Je suis le seul intervenant de cette formation. C'est un sujet, donc la santé et le coaching, qui me passionne et je pense que ça sera contagieux. Je vais vous parler en quelque sorte des 11 modules et vous dire comment ça se déroule. Et puis ensuite, eh bien, je vous dirai à très bientôt parce que j'espère avoir un certain nombre d'entre vous donc en formation. Alors, tout d'abord, ces 11 modules. Le premier va être consacré à la macronutrition et à la micronutrition. Alors, macronutrition, qu'est-ce que c'est? Tout le monde peut se faire une idée très rapidement. C'est ce que nous mangeons, c'est-à-dire eh bien, les protéines, les lipides et les glucides, qui sont bien sûr indispensables à notre énergie, à notre vie. Et puis, les micronutriments, là, ce sont des nutriments qui, eux, sont indispensables à notre vie également, mais qui surtout ne sont pas des pourvoyeurs d'énergie, mais qui vont intervenir dans de nombreuses réactions chimiques. Alors, dans les micronutriments, c'est surtout ce que nous verrons dans le premier module. Eh bien, on peut citer, bien sûr, les vitamines, donc, qui sont très importantes pour nous. Nous ne pouvons pas nous en passer et l'absence ou l'insuffisance de vitamines peut provoquer des maladies graves. Souvenez-vous, autrefois, lorsque on ne connaissait pas les vitamines et que les marins traversaient l'Atlantique, eh bien, ils étaient confrontés au scorbut, ils perdaient toutes leurs dents. Et là, c'était une carence en vitamine C. Voilà, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en emmenant des oranges avec soi, il n'y avait plus de problème. Donc, je vous parlerai évidemment de toutes les vitamines, de leur importance et surtout de où les retrouver. Ça ne sert à rien d'en avoir trop, il faut avoir ce qu'il faut. Il faut se méfier aussi de certaines idées comme par exemple prendre le matin un jus d'orange parce que c'est vrai que vous prenez des vitamines, notamment évidemment la vitamine C, mais en même temps, eh bien, vous prenez beaucoup de sucre et le sucre, c'est pas bon pour la santé puisque ça va être transformé du fait de l'insuline en graisse. Et donc, et puis il n'y a pas de fibres dans le jus d'orange ou très très peu qui arrive à passer. Donc l'idéal le matin, c'est de prendre une orange et non pas un jus de 4 oranges. Bon, voilà, ça fait partie des choses que je vous dirai qu'on verra ensemble. C'est important à connaître dans le cadre de cette formation coaching, coach santé. Alors, on verra également les oligo-éléments, on verra les minéraux, l'importance des minéraux également. Ce qui est important et ce qu'on développera lors de ce premier module, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne quantité de nutriments, de micronutriments, mais ce qui est très important, c'est l'équilibre des micronutriments. Et pour vous donner un seul exemple, eh bien, si vous avez des oméga 3 et des oméga 6, donc vous en avez, donc c'est bien, mais si vous avez un mauvais rapport oméga 3, oméga 6, eh bien, c'est néfaste à votre santé. Alors, le bon rapport, c'est 1 pour 4, 5 oméga 3, pour 4-5 oméga 6. Et sachez qu'en France, on est à peu près à un rapport de 1 pour 18, c'est faramineux. Et pire encore, aux États-Unis, ils sont plutôt dans un rapport de 1 pour 18.
Voilà. Donc, on verra donc ces notions d'équilibre. On verra aussi ensemble où avoir les oméga 3. Bon, par exemple, dans les sardines, eh bien, vous avez des oméga 3 et donc prendre des sardines. Alors, ce qui est formidable, c'est que ça marche très bien avec les sardines en boîte. Donc, du coup, c'est facile à avoir et c'est très riche donc en oméga 3 et ça va vous permettre d'aller du côté de l'équilibre, oméga 3, oméga 6. Attention à certains aliments qui sont réputés de bonne qualité, mais qui contiennent trop d'oméga 6. Je pense par exemple au maïs, ou je pense aussi au poulet nourri au maïs qui contiennent trop d'oméga 6. On aura l'occasion de développer, de parler de tout ça. Alors, le deuxième module va être consacré aux antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est vraiment très, très important pour notre santé, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, puisque aujourd'hui, nous sommes soumis à un stress très important. Et du coup, on fait tourner notre machine intracellulaire beaucoup trop. Et la conséquence de ça, ça va être la production de radicaux libres. Les radicaux libres, ben, c'est normal, c'est produit à l'intérieur de la cellule et plus précisément à l'intérieur de la mitochondrie, à l'intérieur de ce qu'on appelle le cycle de Krebs, qui produit donc des radicaux libres. Eh bien, les radicaux libres sont très dangereux pour la santé. En petite quantité, c'est normal, ils seront neutralisés justement par les antioxydants, mais en grande quantité, eh bien, on n'a plus assez d'antioxydants pour eh bien, neutraliser les radicaux libres. Et à ce moment-là, on a un bombardement de la cellule qui, dans le meilleur des cas, va mourir et dans le pire des cas, est susceptible de se transformer en cellule cancéreuse. Donc, c'est pour ça que l'on dit que le stress peut provoquer des cancers. C'est par ce mécanisme-là que ça intervient. Donc, je vous parlerai d'antioxydants. Alors, on en retrouve d'ailleurs dans ce dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire les vitamines, notamment la vitamine C, la vitamine E, etc. La vitamine A, le bêta-carotène. Mais je vous parlerai d'autres plutôt de ceux que l'on n'aura pas vus dans les vitamines. Et je pense par exemple au resveratrol. Le resveratrol, c'est un antioxydant puissant que l'on retrouve dans le raisin noir, dans le vin également. Mais attention, si vous buvez trop de vin pour avoir du resveratrol, vous allez avoir quelques soucis au niveau du foie. J'aurai l'occasion d'ailleurs de parler du foie parce que c'est un organe majeur, un organe central. Et donc, on parlera de sélénium, de coenzyme Q10, etc. Donc, de ces antioxydants qui vont permettre de lutter contre les effets du stress, les effets de la vie moderne également, et comment les retrouver dans l'alimentation. Donc, on parlera d'aliments qui sont très riches en antioxydants, très riches aussi en vitamines, très riches également en sels minéraux. Et je pense par exemple à la banane qui a beaucoup de qualités, qu'il ne faut pas manger trop mûr. Voilà, ça aussi c'est une chose à savoir. On a tous envie d'avoir des bananes bien mûres parce que c'est un bon goût, etc. Mais sachez qu'elles sont en général trop riches en sucre et qu'elles sont susceptibles du coup par l'excès de sucre qu'elles vont fournir, d'entraîner la production d'insuline et donc ensuite le stockage de sucre sous forme de graisse. Voilà. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça et de revenir aussi sur bien des idées préconçues sur les aliments, mais la banane est un excellent aliment. Pour tout vous dire, je vous parlerai de mon petit déjeuner lorsque on fera cette formation. Pour tout vous dire, j'en prends tous les matins. Donc, il n'y a pas un matin de ma vie où je ne mange pas une demi-banane. Voilà. Et je vous en parlerai plus en détail, mais je vous parlerai tellement d'autres choses. Voilà. Par exemple, des cornichons. Ça, ce n'est pas pour mon petit déjeuner. Voilà. Alors, ça, ce sont les antioxydants, donc on aura beaucoup à dire là-dessus. C'est vraiment très important pour notre santé, pour la gestion du stress. Je vous ai parlé du resveratrol. Eh bien, on s'est aperçu que les gens qui prenaient des doses importantes de resveratrol étaient moins stressés que les autres et résistaient mieux au stress. Voilà.
Ensuite, on va parler, alors je vais regarder ma petite liste. Alors on va parler du microbiote. Alors, le microbiote, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment le centre du système parce que, évidemment, il faut manger des aliments de qualité, ça c'est évident. On parlera aussi du bio. Hein. Le bio, c'est formidable, mais attention au bio. Si c'est du bio qui vient de 2000 km, qui est cultivé, qui n'a plus de goût, etc., c'est pas une bonne idée. Il faut du bio que vous pouvez trouver tout près de chez vous. Évidemment, quand on est parisien, c'est un peu compliqué. Quoique les marchés parisiens sont parfois bien garnis. Hein. Mais tout près de chez vous, parce qu'il y a bio et bio. Voilà, moi, je suis un fan du bio, hein, mais du bio local. Voilà. Et j'aurai l'occasion de développer un petit peu ce sujet. La flore intestinale. Alors c'est très très important. Alors attention aussi, il y a des idées préconçues là-dessus. On pense qu'il faut prendre des probiotiques. Malheureusement, les probiotiques, en fonction du moment où vous les prenez, ne passent pas l'estomac ou en très très faible quantité. Et puis les probiotiques, en général, ce sont des probiotiques aérobies. Or, dans la flore intestinale, toutes les bactéries sont importantes. Il y a beaucoup de bactéries anaérobies, donc qui n'aiment pas l'oxygène. On s'en est aperçu très tardivement, puisque lorsqu'on étudiait autrefois la flore bactérienne, eh bien, on prenait un petit peu de flore bactérienne et puis on l'a cultivée en quelque sorte, puis ensuite on l'étudiait. Malheureusement, évidemment, toutes les bactéries anaérobies mouraient immédiatement et donc on ne les connaissait pas. On a découvert beaucoup de nouvelles souches. Des études, on va étudier l'ADN, donc on parle de séquençage à haut débit. Et le séquençage à haut débit va nous permettre de découvrir de nouvelles souches bactériennes qui sont très très importantes et qui vont même produire des substances qui vont passer dans le sang et aller au cerveau et qui peuvent par exemple être à l'origine de l'obésité. Pour l'obésité, le microbiote, c'est vraiment très très important. À titre d'exemple, sachez qu'on fait un prélèvement de microbiote d'une souris obèse et qu'on l'injecte à une souris normale, eh bien, non obèse, et en lui donnant ensuite la même alimentation qu'une autre souris à qui on n'a pas donné de microbiote de souris obèse, on s'aperçoit qu'en mangeant la même quantité de nourriture, celle à qui on a donné du microbiote provenant d'une souris obèse, eh bien, deviendra obèse avec la même nourriture que l'autre qui reste mince. Donc, ça veut dire que le microbiote joue un rôle très, très important dans l'obésité et tout commence par le microbiote. Tout commence par l'alimentation, hein, évidemment. Vous mangez, vous buvez, vous respirez. Voilà, et en fonction de ce que vous allez manger, boire et respirer, eh bien, votre organisme va être comblé de qualité ou pas. Alors, on va étudier le microbiote. Alors, le microbiote, c'est presque un organe supplémentaire, hein, même s'il est constitué donc, de bactéries. Par de bactéries saprophytes, c'est presque un organe avec quelque chose comme 1000 milliards de bactéries. Alors certains disent 100 000 milliards, 1000 milliards, enfin un nombre considérable. Hein. On a beaucoup de recherches actuellement sur le microbiote et on ne sait encore pas le 10e ou le 20e, je n'ose pas dire le 100e de ce que l'on va découvrir dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc le microbiote, c'est fondamental. Alors, on ira faire un tour vers le foie, mais je regarde si c'est bien dans l'ordre. Effectivement, c'est dans l'ordre. On ira faire un tour vers le foie parce que le foie, c'est un organe majeur, c'est un organe central. Tous les éléments qui vont franchir la barrière intestinale vont arriver dans le foie. Notre foie, malheureusement, est soumis à dures épreuves. D'abord parce qu'il doit digérer des choses qui sont très prenantes pour lui, par exemple l'alcool,
lorsque on connaît évidemment les dégâts de l'alcoolisme sur le foie, mais pas seulement les médicaments. Sachez, pour vous donner qu'un seul exemple, qu'il y a à peu près une greffe de foie par semaine, je dis bien, qui est due au Doliprane. Donc, vous voyez, c'est un seul médicament dû au Doliprane, qui n'est pas un médicament anodin. Ce n'est pas parce qu'il est vendu en vente libre. Et si vous en prenez trop, eh bien, vous pouvez abîmer de façon considérable votre foie. Mais c'est tous les médicaments qui seront filtrés par le foie. Donc, c'est un organe très, très important. C'est un organe qui ne se plaint jamais parce qu'il n'est pas innervé. Et en général, les problèmes de foie sont découverts un peu tardivement. Donc, on parlera donc de cet organe majeur pour nous, pour notre santé. Et ensuite, nous aborderons, j'ai toujours un petit coup d'œil sur ma liste. Dans le module 5, on abordera, puisque le rôle d'un coach en santé et en bien-être, c'est d'accompagner quelqu'un pour qu'il soit en meilleure santé mentale et physique, eh bien, on abordera la motivation. Se fixer des objectifs, comment aider la personne que l'on va accompagner à se fixer des objectifs atteignables. Voilà, souvent, les gens se fixent des objectifs qui ne sont pas atteignables et donc du coup, ils désespèrent et ils échouent. Ils n'apprennent rien de leur échec, si ce n'est que ça ne marche pas et donc ils abandonnent. Donc, fixer des objectifs atteignables est vraiment quelque chose de très, très important. Et puis, la motivation. Alors, la motivation, je vous parlerai de motivation parce que c'est un élément majeur. Aller voir un nutritionniste ou aller voir une personne qui est spécialiste de l'alimentation pour perdre du poids. Je pense aux naturopathes, enfin pas forcément un naturopathe pour maigrir, mais au moins pour être en bonne santé. Si on ne travaille pas la motivation, bien on s'aperçoit que les gens sont très motivés au départ parce qu'ils font une démarche. Ils sont très motivés un peu après l'arrêt, je dirais, des conseils. Pourquoi ? Parce qu'ils ont payé, donc ils veulent avoir en quelque sorte pour leur argent, donc ils font encore des efforts. Et puis petit à petit, bien, la motivation baisse, ils reviennent à leurs habitudes. Je vous parlerai également des habitudes, comment les modifier en profondeur et de façon durable. Et donc, on va faire un gros travail dans ce module sur la motivation, comment apprendre à motiver les gens en modifiant les croyances qui les limitent, en leur donnant des émotions positives et surtout en changeant, on le verra, les chemins synaptiques. Alors ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai, puisque je vais vous parler un petit peu du cerveau dans ce module. Les chemins synaptiques, c'est vraiment très, très important en termes de motivation, d'abandonner les anciennes habitudes et en créer des nouvelles. Alors justement, toujours en train de regarder mon plan, justement maintenant, je vais vous dire quelques mots sur l'épigénétique et sur la plasticité cérébrale. Alors l'épigénétique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement, on va dire, ce qui est au-dessus des gènes. Vous savez que pendant très longtemps, et moi dans ma scolarité, on m'a appris que tout était figé au niveau des gènes et que, eh bien, en fonction de ce que j'avais hérité de mes parents, enfin de mes grands-parents, enfin disons de mes ancêtres, eh bien, tout était terminé. Et puis, on sait aujourd'hui que ça n'est pas du tout le cas, que la génétique est fortement modulée par quelque chose qui s'appelle l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est ce qui est autour des gènes, en quelque sorte, et qui va masquer ou pas certains gènes. Et c'est dû donc à des protéines qu'on appelle les histones qui vont masquer les gènes. Et si le gène est masqué, il ne s'exprime pas. S'il est démasqué, il s'exprime. Et c'est de cette manière que l'on va avoir des cancers en fait, qui vont pouvoir se développer parce que le gène du cancer en question en fait, est libéré et peut s'exprimer. Alors le problème de l'épigénétique,
eh bien, c'est que c'est comme la génétique, en fait, ça se transmet à notre descendance, alors pas tout, mais une grande partie. Et on a fait des études, par exemple, qui ont montré que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de personnes qui avaient malheureusement été envoyés dans les camps de concentration, etc., et qui avaient vécu des choses abominables, eh bien, ces enfants-là, ces petits-enfants et arrière-petits-enfants avaient hérité d'une grande sensibilité au stress. C'est quelque chose également qui a été étudié, là j'aurais peut-être dû commencer par ça, chez les animaux, et notamment chez le rat et ensuite chez le singe. Et puis ensuite, eh bien, on ne peut pas expérimenter chez l'homme, évidemment. Donc on ne peut que faire des recherches sur les comportements en fait, de descendants de personnes hyper stressées. Donc je vous parlerai d'épigénétique, et surtout comment modifier en fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, les plus grandes recherches qui ont lieu vont dans 3 grandes directions, en fait, dont je vous parlerai. Et bien évidemment, la première direction, c'est le cerveau, dont je vais vous parler dans quelques instants. La deuxième direction, c'est le microbiote. Et la troisième direction, c'est l'épigénétique. Alors là, c'est 3 domaines qui vont évoluer de manière considérable. Et si nous allons pouvoir apprendre beaucoup de choses sur ces 3 domaines, eh bien, c'est tout simplement grâce à l'intelligence artificielle et aux fameuses technologies NPIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies d'information et les technologies cognitives qui sont maintenant interconnectées, et tout va beaucoup plus vite. Et je vous ai parlé tout à l'heure du microbiote et je vous ai dit que on n'avait pu découvrir des bactéries anaérobies qu'en faisant du séquençage haut débit. Et donc, maintenant, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Je voulais vous parler également de plasticité cérébrale. Alors, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose de fondamental. Je voudrais juste vous dire 2-3 petites choses d'abord sur le cerveau. La première connaissance que l'on a eue en fait du cerveau, c'était l'anatomie. On a commencé à étudier le cerveau, comment ça se passait en termes de structure anatomique. Ensuite, ça a été la cytologie, c'est-à-dire l'étude des cellules. Et là, évidemment, on a découvert le neurone. On l'a découvert quand même il n'y a pas si longtemps que ça, puisque les gens qui ont découvert le neurone en 1900, enfin dans les années 1900, qui étaient Kajal et Golgi, ont eu le prix Nobel en 1906. Donc vous voyez, bon, c'est, à l'échelle humaine, c'est peu. Donc ça, c'était les cellules. Ensuite, on a découvert évidemment les synapses. Ensuite, on a découvert la chimie du cerveau. Et la chimie du cerveau, c'était les neurotransmetteurs dont je vous parlerai. Donc avec les neurotransmetteurs on va dire positifs, comme la dopamine, neurotransmetteur du bonheur, la sérotonine, neurotransmetteur de la quiétude, l'endorphine, qui est le neurotransmetteur donc antidouleur. Je pourrais parler aussi de l'ocytocine, qui est le neurotransmetteur de l'amour et de l'attachement. Et puis d'autres, mais bon, ce sont vraiment les principales. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est comment les stimuler pour qu'on puisse les produire. Voilà. Et puis, il y a les neurotransmetteurs ou neurohormones, en fait, qui sont négatifs. Si elles sont produites en trop grande quantité et de façon trop durable, c'est l'adrénaline, par exemple, et le cortisol, qui sont pour l'une le neurotransmetteur, l'hormone de la dépression, et puis pour l'autre pour l'une du stress, pardon, l'adrénaline, et puis pour l'autre l'hormone de la dépression. Voilà. Mais ça, c'est très important. Maintenant, on commence à savoir tout ça. Bon, on en parle beaucoup. Ça montre à quel point c'est passé dans le domaine courant, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui est à venir, c'est-à-dire maintenant. La recherche maintenant s'oriente vers quelque chose d'autre, c'est la connectique au niveau du cerveau. Et là, on en a pour encore, à mon avis, 10, 15, 20 ans de recherche. Peut-être que ça ira encore plus vite grâce aux fameuses technologies NPIC, déjà qui ont accéléré. Et c'est ce que l'on pourrait appeler le connectome. Alors, je vais vous donner un exemple très simple parce que c'est très important. Donc, c'est utilisable dès maintenant, le concept. Eh bien, lorsque vous mémorisez quelque chose, par exemple,
pour la première fois, eh bien, vous allez stocker ce que vous avez vu à un endroit, plutôt dans le lobe occipital, ce que vous avez entendu à un autre endroit, plutôt le lobe pariétal, ensuite ce que vous avez ressenti, enfin à différents endroits. Et puis vous allez avoir une structure centrale, en fait, en quelque sorte, qui est l'hippocampe, qui va gérer tout ça. Et si vous avez besoin de faire revenir le souvenir, qui va aller chercher ces différents éléments dans différents endroits du cerveau et puis les réassembler, en quelque sorte, les assembler. Voilà. Donc, pour accéder à ces différents éléments, mais il y a un chemin. Voilà. Simplement, si vous apprenez une chose une fois et que vous ne renouvelez pas votre apprentissage, eh bien, vous allez l'oublier, en fait. Ça veut dire tout simplement parce que vous n'avez pas fabriqué des chemins, on va dire, importants, profonds, si j'ose dire. Profond, ce n'est pas de la profondeur, mais enfin, disons, facile. Mais si vous apprenez plusieurs fois quelque chose, par exemple une fable de La Fontaine, vous l'apprenez une fois, vous l'apprenez par cœur. Pour ça, d'ailleurs, vous allez réciter, donc vous la récitez plusieurs fois, donc vous allez faire des chemins neuronaux. À un moment donné, ces chemins neuronaux, en fait, vont devenir faciles. Ça va être comme des autoroutes. Il y aura plus de synapses sur le chemin et vous pourrez vous souvenir très très facilement, en fait, de cette fable. C'est à peu près pour tous nos apprentissages. Ces chemins neuronaux sont des habitudes, en quelque sorte. Le cerveau a l'habitude de passer par là. C'est vrai pour ce que je viens de vous dire, la fable de La Fontaine, un souvenir, etc. Mais c'est vrai aussi pour plein d'autres choses, et notamment pour nos habitudes négatives. Nous croyons quelque chose, nous en sommes certains. Sur l'alimentation, on a appris plein de choses fausses. Donc il va falloir changer les chemins neuronaux, découvrir de nouvelles choses. Voilà, pour pouvoir se nourrir mieux et pouvoir profiter d'une vie saine et en bonne santé et vieillir de manière saine et en bonne santé. Donc, on parlera de ça pendant ce module. Vous allez voir, c'est absolument passionnant et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique, tout comme pour les neurotransmetteurs. Moi, je sais comment vous faire produire de la dopamine. D'ailleurs, vous savez aussi, il suffit de penser à quelque chose d'agréable, de voir un film drôle et vous produisez de la dopamine. Donc, on sait faire ça. Le problème des neurotransmetteurs, c'est qu'ils sont éphémères. Voilà. Les chemins neuronaux, c'est du durable. Voilà. Et c'est ça qui va être intéressant et j'aurai l'occasion de vous en parler longuement. Alors, je regarde toujours mon petit document. Alors, on va parler évidemment d'activité. Alors, l'activité, c'est indispensable. Alors, l'activité, ce n'est pas faire le marathon. Si vous voulez faire le marathon, si vous en sentez capable et en bonne santé pour le faire, faites-le. Mais l'activité, c'est bouger, quoi, en fait. Donc, ça peut être marcher, ça peut être faire de belles balades, de belles randonnées, etc. De préférence pas en ville, parce que si vous marchez en ville, eh bien, vous allez hyper respirer de la pollution. Donc, vous allez prendre encore plus de pollution que si vous étiez à l'arrêt, quoi, en quelque sorte, pratiquement. Donc, faut aller dans des endroits le moins pollués possible et avoir des activités. L'activité, c'est indispensable, et notamment lorsqu'on décide de perdre du poids ou des choses comme ça, et bien d'atteindre son poids de forme, et bien l'activité est indispensable parce que si vous vous contentez de baisser votre nutrition, d'ailleurs il ne faudra pas le faire n'importe comment parce qu'il faudra conserver tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire les antioxydants, les oligo-éléments, la micronutrition, etc. Eh bien, vous ne perdrez pas de poids si vous n'avez pas d'activité. L'activité, elle est indispensable. Elle est indispensable donc pour faire fonctionner le cœur. Elle est indispensable pour faire fonctionner la respiration. Elle est indispensable également pour le système lymphatique. Il n'y a pas de pompe à lymphe, comme il y a une pompe à sang qui est le cœur. Donc, la marche permet, et notamment la marche dans l'eau. Si vous habitez au bord de la mer, vous avez beaucoup de chance. Vous pouvez marcher sur la plage, dans l'eau, et ça va faire fonctionner la lymphe. Donc, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Donc, on parlera d'activité, une activité raisonnable en fonction de votre âge. Faire attention aux gens qui, d'un seul coup, passé un certain âge, décident de s'envoyer des défis qui ne sont pas atteignables et qui, du coup, peuvent s'abîmer la santé. Donc, là aussi, l'activité, c'est à faire de façon intelligente, c'est-à-dire progressive si vous avez arrêté. Et puis, ce n'est pas la peine de devenir un champion olympique. Ça demande beaucoup trop d'entraînement. Faites bouger votre corps. Donc, on aura l'occasion de parler de ça parce qu'en tant que coach
de santé et bien-être, vous aurez des conseils à donner pour aider quelqu'un et le motiver, par exemple, à aller à la salle de sport. Ce n'est pas vous qui allez lui dire ce qu'il faut faire. Ça, il y a des coachs dans les salles de sport ou alors vous pouvez l'aider à s'inscrire à un club de marche ou des choses comme ça, mais vous devez avoir les connaissances nécessaires et suffisantes en fait pour l'orienter dans ce domaine-là. Alors ensuite, nous parlerons du mental. Alors, le mental, c'est très, très important. On l'aura déjà évoqué au travers des neurotransmetteurs, etc. Mais le corps et l'esprit ne font qu'un. Ce n'est pas deux éléments qui communiquent entre eux. Le mental, c'est aussi savoir se libérer du stress, savoir peut-être couper des ponts parfois, il faut le dire, avec des personnes toxiques qui vous font du mal. Savoir aussi voir des pensées positives au moment de l'endormissement pour pouvoir dormir. On a beaucoup de mal à s'endormir si on a des pensées négatives. Bon, je vous donnerai beaucoup de conseils et on travaillera beaucoup sur le mental. Alors maintenant, le stress, évidemment, je l'ai évoqué tout de suite. Alors le stress, d'abord, ce que vous verrez lors de ce module sur la gestion du stress, c'est que le stress, eh bien, finalement, c'est un mécanisme normal d'adaptation à un changement de situation, un changement brutal. Par exemple, vous êtes en voiture et brutalement, il y a un ballon, il y a un enfant qui traverse devant vous, eh bien, vous allez d'un seul coup, à une vitesse incroyable, freiner, voire même Donc ça, c'est un stress aigu, il est absolument nécessaire. De la même façon, si vous touchez une plaque chaude, eh bien, vous allez enlever votre main à une vitesse là aussi phénoménale. Ça fait appel au mécanisme de stress. Donc, le stress, c'est une bonne chose, sauf lorsque l'on est soumis à un stress permanent qu'on appelle stress chronique qui revient encore et encore et encore. Et là, vous allez faire marcher votre machine à fond. C'est exactement comme si avec votre voiture, vous appuyez sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Donc, il y a une grande souffrance au niveau du corps. On sait que le stress est à l'origine de cancers, etc. Je vous donnerai des techniques de relaxation très rapides pour pouvoir d'abord agir sur vous-même. C'est vrai que cette formation, c'est déjà une formation pour soi-même. C'est vraiment très, très important. Vous serez le premier bénéficiaire de cette formation, et puis aussi vos proches à qui vous pourrez donner des conseils. Et puis, si vous voulez en faire une profession, parce que c'est une profession qui va se développer, c'est une profession du futur, c'est aussi une profession passionnante, épanouissante, évidemment, eh bien, il faut avoir des outils. Donc, je vous donnerai beaucoup d'outils dans cette formation. Ensuite, donc après le stress, nous allons poursuivre par la relation humaine. La relation humaine, elle est très, très importante. Elle est au cœur du changement. Si vous êtes, par exemple, vous voulez changer quelque chose dans votre vie et que vous avez des gens qui vous démotivent, donc eh bien là, vous allez avoir des difficultés. Moi, je le dis toujours, la relation humaine est à l'origine de nos plus grands bonheurs, lorsque l'on est amoureux, aussi lorsqu'on regarde notre enfant, lorsqu'on est en présence de gens qu'on apprécie, qu'on aime, etc. Et elle est peut-être aussi à l'origine de nos plus grandes difficultés, de nos plus grandes tristesses et voire même de nos plus grands malheurs, lorsque la relation humaine se dégrade, que ce soit au niveau personnel, ou au niveau professionnel, c'est les problèmes de couple, les problèmes familiaux, les problèmes dans l'entreprise, etc. Et là encore, ça met la machine en route, la machine à avoir des nuages noirs autour de soi, à ruminer, etc. Donc, la relation humaine, elle est au cœur de notre vie. L'être humain est un être de relation et on verra comment créer et maintenir une bonne relation, une relation de qualité. Et c'est vraiment très, très important. Là encore, c'est utile pour vous, mais c'est utile aussi pour les gens que vous accompagnerez, de voir dans quel cadre il situe la relation humaine. Voilà.
Et puis, enfin, nous terminerons par le module 11. Et le module 11, eh bien, je vous apprendrai à faire de l'auto-hypnose et de la relaxation parce que on ne peut rien faire, en fait, si on ne sait pas maîtriser l'auto-hypnose et la relaxation. Alors, je pourrais vous parler de méditation. Simplement, la méditation, c'est très intéressant, mais je la pratique moi-même, mais ça demande un grand entraînement, un développement. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne le faites pas encore, à vous y mettre. Mais en tout cas, dans le cadre de cette formation coaching, vous apprendrez surtout l'auto-hypnose pour que vous puissiez aider et apprendre aux gens à se mettre en auto-hypnose pour se déconnecter du milieu environnant et du coup se reconnecter avec soi-même et avec de belles choses. Apprendre à se détendre, franchement, je vous proposerai un exercice qui vous permet de vous détendre en 10 minutes tout au plus. En fait, hein. Donc, on a aussi cette croyance que il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'énergie. Donc, vous allez voir, on va avoir des choses aussi faciles et efficaces. Hein. Voilà. Des fois, c'est une toute petite chose à changer ou un tout petit entraînement à avoir. Et puis, ça entraîne des bouleversements vraiment importants. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les 11 modules. Pour conclure un petit peu sur tout ça, sachez que d'abord, pour ceux qui décideront de faire la formation, eh bien, vous m'aurez en face de vous, comme vous m'avez tout de suite, sauf que là, vous pourrez interagir, vous pourrez poser des questions, je pourrai répondre. Si vous avez des remarques à faire, elles pourront être entendues par vous et par les autres. Et puis, on fera des exercices, beaucoup d'exercices, et notamment des exercices de mise en situation, c'est-à-dire qu'on fera comme si vous serez deux, on fera comme si une personne était eh bien, votre coaché, et puis on verra comment l'accompagner. D'une certaine façon, on se mettra, donc on fera des jeux de rôle, voilà, c'est le mot que je cherchais, les jeux de rôle, on fera des jeux de rôle ensemble, et vous allez voir, c'est très simple, parce que grâce au Zoom, eh bien, je peux fabriquer, en appuyant sur un petit bouton tout simple, des mini-salles, en fait, où vous vous retrouvez à deux, ou à trois si je veux, ou à quatre si je veux. Et il y a que, si vous êtes à deux, il n'y a que vous deux qui vous entendez, les autres sont dans leur salle également. Et moi, je peux passer d'une salle à une autre. Bon, c'est quelque chose que je fais très, très souvent en Zoom. Et vous allez voir, ça fonctionne vraiment très, très bien, comme si vous aviez la personne en face de vous. Sachez également que dans l'avenir, eh bien, si vous décidez de devenir, je vous le souhaite, coach santé et bien-être, vous pouvez vous-même fonctionner en Zoom et avoir donc votre client en face de vous. C'est quelque chose, le Zoom, ou peu importe le mot, moi c'est Zoom, mais il y en a, c'est autre chose. C'est vraiment l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il faille se passer de relations humaines. C'est attention. D'abord, moi, j'ai un centre de formation présentielle à Paris, où j'enseigne l'hypnose, la PNL, les neurosciences, la psychopathologie, etc. Enfin, allez sur France PNL et France Hypnose Formation pour voir tout ça. Et j'adore rencontrer physiquement mes stagiaires. Simplement, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir autant l'écran que le présentiel. Et sincèrement, ce qui va être important, c'est l'intérêt du présentiel ou pas, quoi, hein, parce que si c'est pour faire 2 heures de train ou 2 heures de RER ou de métro, ou vous priver d'un enseignant de qualité ou de haut niveau parce que vous habitez dans un autre pays, et c'est dommage, alors qu'il y a des moments où l'e-learning est tout à fait suffisant. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux de faire cette formation en e-learning. Et alors, après la formation, je vous proposerai également d'autres choses, hein, pour ceux qui le souhaitent, hein, des formations d'une journée pour compléter ça. Par exemple, on verra, il y aura toute une formation sur la pathologie pour connaître les problèmes cardiaques, les problèmes rénaux, les problèmes hépatiques, etc. Enfin, le cancer, évidemment, il ne s'agit pas de devenir médecin, ce n'est pas du tout le travail, hein, donc il ne s'agit pas de faire des prescriptions, mais simplement de connaître, et c'est évidemment très, très intéressant pour ce type de métier. Voilà, mais écoutez, moi j'ai été très, très heureux de vous parler de quelque chose qui me passionne.
Et j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver et de vous avoir en face de moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir. Ciao.